vous parler de choux romanesco, je vous rassure. Pourtant, c'est un sujet sympa. J'avais envie de vous parler de l'économie circulaire, mais j'entends souvent en fait, des présentations sur le thème et c'est souvent nébuleux, c'est souvent quelque chose qui paraît réservé pour des experts. Et je voulais le rendre accessible au plus grand nombre. Et en fait, durant cette présentation, je ferai en sorte de pouvoir vous montrer des exemples de ce qu'elle peut être sur différents thèmes. Alors pourquoi un choux romanesco? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une fractale? Une fractale. Une fractale, c'est une structure géométrique. En fait, peu importe l'échelle à laquelle on l'aborde, elle a toujours la même forme, toujours la même structure. C'est le cas du choux romanesco. Et c'est pour symboliser le fait qu'on va toujours parler d'économie circulaire, mais on va changer d'échelle au fur et à mesure. Alors, vous êtes dans une entreprise en fait où tout autour de vous il y a des exemples concrets d'économie circulaire, et je vais balancer ma petite boutade en allant même jusqu'à dire que les salariés eux-mêmes sont des éléments recyclés. Donc on est complètement dans une économie circulaire. On était d'anciens qualiticiens, d'anciens chefs cuisiniers, d'anciens éleveurs de chèvres reconvertis. Alors, durant cette présentation, je vais faire une petite introduction, ensuite je vous parlerai du problème du modèle actuel de l'économie circulaire, quel est son problème, l'économie linéaire, pardon. Ensuite, on abordera tout de suite des exemples concrets d'économie circulaire. On passera à une échelle un peu plus large, celle de l'urbanisme, parce qu'on ne pensait pas forcément à ça, mais les gens se sont emparés de ce sujet-là. Et on finira par ce qu'on appelle, enfin l'avenir, on va dire, c'est la blue economy. Et pour vous l'expliquer, j'ai besoin de vous parler un petit peu de ce qu'est le biomimétisme. Alors pour les fans d'Idriss Aberkane, il y aura des choses qu'ils ont déjà entendues durant ces conférences, mais ceux qui ne connaissent pas, ils vont apprécier. Pour commencer, est-ce que vous savez d'où vient l'expression « l'argent n'a pas d'odeur » ? Pecunia non ole. Suggestion pour le nom du label. Hein. En fait, ça vient de l'empereur Vespasien. Ça, ce que vous voyez, c'est des Vespasiennes, ce sont des toilettes publiques pour hommes. Il se trouve qu'à l'époque de la Rome antique, à partir entre 0 et 100 après Jésus-Christ, l'empereur Vespasien récoltait l'urine des hommes et la vendait aux teinturiers pour divers process. Et donc ça faisait de l'argent. Et l'histoire de l'expression, elle viendrait du fait que son fils lui aurait dit que c'était sale et qu'il lui aurait répondu que oui, effectivement, mais l'argent, l'argent lui n'a pas d'odeur. Donc ça viendrait de là. Donc c'était pour la petite anecdote, mais c'est un exemple, c'est peut-être les premiers exemples d'économie circulaire qui existaient déjà avant, où on vendait un déchet, entre guillemets, pour valoriser et développer une activité avec. Alors, la nature, elle fait très bien du recyclage, elle le fait même mieux que nous, on fait qu'essayer de l'imiter. Dans la nature, tout élément en fait, se dégrade et sert à une autre espèce de la nature, et tout se passe comme si c'était une espèce de vente aux enchères, une sorte de speed dating pour récupérer la matière. Donc ça fonctionne très bien. Et nous, on va juste essayer de l'égaler, mais on ne fera jamais aussi bien qu'elle. Mais j'y reviendrai à la fin de la présentation. Alors, qu'est-ce que le modèle actuel? Ce qu'on connaît, donc ce qu'on appelle l'économie linéaire. En fait, pour nos besoins, tous nos besoins de la vie courante, on va extraire des matières du sol. Ça va nécessiter une quantité colossale d'énergie. Ce sont des choses qu'on va devoir transformer, ça va encore utiliser de l'énergie, on va le transporter jusqu'à nos habitations, on va le consommer, ça va avoir tout au long de ce cycle des impacts sur l'environnement en termes de pollution, en termes de consommation de ressources, en termes de consommation d'énergie. Et à la fin, on va le jeter comme un détritus, et souvent l'étape entre consommer et jeter, ça va être quelque chose d'extrêmement court. Et c'est illustré par la petite vidéo que je trouve sympa qui va suivre, qui explique bien cette aberration-là. 4.5 billion years ago, a giant molecular cloud collapses in space, setting free a solar nebula out of which a planet is born, Earth.
For 2 billion years, this planet evolves and first life appears. A soup of cells, bacteria, algae, fungi, a myriad of plants come to life. Fish rain the oceans and eat the algae. They absorb the sunlight and store it in their bodies. Dinosaurs, amphibians, reptiles, birds, and mammals, they all live and die. And each year, their dead bodies are covered by layers and layers of sediment. Heat and pressure rise, turning them into yellow-black liquid, oil. Humans arrive, and with them, geologists. They study for years to find the oil and build rigs in remote places. Giant pumps extract the liquid, and it's shipped across the oceans. A refinery now cracks it open, and once again it travels. A factory then binds the compounds and turns them into plastic pellets. Stored in big containers, around the world they go. Liquefied. They're molded into the shape of a beautiful spoon. The spoon drops and cools off to harden. Wrapped in plastic, it is put into a box, and the box is put on a pallet, and the pallet is put into a container, and the container is put on a truck, and the truck drives to a port, where the container is put on a ship, and ship, the spoon arrives 6,000 kilometers around the world, where it is picked up by a merchant who puts it on a truck and drives it to a store, where it's placed on a shelf in a temperature-controlled room, where it sits for 2 months, until you select it and pay for it with the money you worked hard for, and you drive the spoon home, which is where you are standing right now, with the spoon in your hand. Now tell me, do you still think it's too much effort to use a metal spoon that you just have to wash? Donc voilà, juste pour illustrer un petit peu le côté absurde de ce système où en fait on consomme sur de très courtes durées et ça devient tout de suite un déchet et on ne le recycle pas du tout. Alors maintenant je vais vous parler un petit peu de quelques chiffres pour comprendre le problème de l'économie linéaire. Tout d'abord, des chiffres sur le plastique. Ici vous voyez l'évolution de la production de plastique depuis 50 ans en fait. On est passé de 15 millions de tonnes à 311 millions de tonnes. Et 311 millions de tonnes, ça représente en volume l'équivalent de 900 Empire State Building. Donc c'est colossal. Si on prend juste la production d'emballage plastique, alors je suis désolé, on ne voit pas très bien sur la partie claire, donc je vais vous les lire. Sur 78 millions de tonnes, en fait, on va avoir seulement 14% de ces emballages qui vont être recyclés. Le reste, ça va être pour 32% des fuites dans l'environnement, donc jetés à même la nature. 40% vont être mis en décharge, 14% vont être incinérés et ou avec une valorisation énergétique. Et sur les 14% collectés, il n'y en a que 2% qui vont réalimenter le circuit. Donc sur l'histoire des emballages, en fait, le recyclage n'existe quasiment pas. Et donc ça, ce sont des flux mondiaux. Et c'est des chiffres qui datent de 2013. Alors le problème de ce plastique et même des emballages, c'est qu'on en arrive à la création de ce qu'on appelle le 7e continent. Et contrairement à ce qu'on dit, en fait, c'est pas un continent à part entière, c'est surtout des déchets qui sont éparpillés sur tout l'océan Pacifique. Donc ça ne forme pas vraiment un continent, mais c'est complètement disparate. Donc 3,5 millions de kilomètres carrés, donc ça a des conséquences sur l'environnement non négligeables. Et vous voyez, on retrouve de tout en fait. Ça va être des emballages qui vont flotter, mais ça va être aussi des microparticules des microparticules de plastique qui vont être retrouvées. Donc on va les retrouver dans les œsophages des animaux. Et vous voyez, on trouve même des casques de chantier avec des déchets de chantier qui se retrouvent dans la mer. Alors, un autre problème, c'est l'artificialisation des sols. Ici, vous voyez une évolution de 2000 à 2015, avec une baisse de 2500 km² des terres agricoles, 79 km² d'espace naturel, et donc une augmentation des sols urbanisés de 2600 km². Quand je dis urbanisés, c'est donc des autoroutes, c'est des centres commerciaux, c'est des habitations. Une pression sur les sols. Pour vous donner un ordre d'idée, on bétonne l'équivalent d'un département tous les 9 à 10 ans. Donc ça va plutôt très vite. Donc c'est un problème sur lequel je reviendrai quand on parlera de l'urbanisme. Ça, vous devez sans doute le connaître, c'est le jour du dépassement qui explique en fait, le moment à partir duquel on a consommé toutes les ressources qui sont capables d'être renouvelées sur la planète. Et donc on vit à crédit à partir de ce jour-là. Vous voyez qu'en fait, depuis les années 70, cette journée ne fait que se raccourcir. On était au 29 décembre à peu près au début, et maintenant on en est au 1er août.
Donc chaque année, on nous dit qu'on vit à crédit de plus en plus tôt par rapport aux ressources renouvelables de la planète. Si on prend le cas des déchets, au niveau mondial, c'est 2 milliards de tonnes, en tout cas sur les déchets urbains, qui sont produits, et il y en a seulement un tiers qui sont traités, et on estime que ça va augmenter dans les 30 années à venir. Et en termes d'émissions de gaz à effet de serre, sans considérer le transport, ça représente quand même 5% des gaz à effet de serre au niveau du monde. Si on prend le cas des métaux, on pourrait presque faire un parallèle par rapport aux énergies fossiles. Pour vous donner un ordre d'idée, le Japon en fait commence déjà à créer des nouveaux emplois pour trier tout ce qui est D3E, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient assis sur une mine d'or. Les métaux, c'est 23 kg de déchets d'équipements électroniques et électriques par an et par habitant en France, 30 tonnes consommées par an, dont seulement 11 qui viennent du territoire. Ça veut dire que pour 19 tonnes, en fait, c'est de l'importation. Donc on a une dépendance en termes de métaux de part d'autres pays au niveau de la France. Et les métaux, en fait, on en a divers usages. D'une part, on ne les utilise pas forcément, il y a un usage dispersif des métaux. Par exemple, le dioxyde de titane, le titane, pardon, j'ai fait un lapsus, à 95%, il est utilisé dans des colorants ou dans du textile, il n'est pas du tout utilisé sous forme pure. Les nanoparticules d'argent, c'est quand même 3% de la production mondiale en 2008. Et alors, je vous disais, en fait, il y a deux problèmes pour le recyclage des métaux. Le premier, c'est qu'il est utilisé pas sous forme pure, sous forme dispersive, et en plus, il est souvent utilisé sous forme d'alliage. Ça pose un problème en termes de recyclage, parce que ça coûte beaucoup d'énergie, et on n'a pas forcément de poubelle pour ça. Le recyclage sur les métaux les plus courants, or argent, aluminium, cuivre, c'est 50%, tout le reste, c'est que 10%. Il y a l'exemple du nickel en fait, qui va pas du tout être recyclé et qui va finir dans des ronds de béton, donc une perte complète. Et sur les métaux rares, indium, gallium, qui servent à nos puces, à nos téléphones, il n'y en a que 3% qui sont recyclés. Donc on a vraiment une dépendance par rapport aux métaux, et c'est une ressource qu'on devrait considérer elle-même tout comme les énergies fossiles, comme étant finies, sur lesquelles on a du mal à les récupérer. Alors ça, c'était les problèmes que pose l'économie linéaire, et du coup, on nous propose un nouveau modèle qui est celui de l'économie circulaire. Alors, 3 domaines d'action, 7 piliers. Ne vous inquiétez pas, on va les voir par des exemples et pas par des théories. Donc, en fait, l'économie circulaire, elle nous propose juste de produire différemment, en consommant moins de ressources, en revalorisant, en évitant le gaspillage des matières premières, en ayant moins de déchets et moins d'impact sur l'homme. Donc, des choses qui vont concerner les producteurs eux-mêmes, l'approvisionnement durable, l'éco-conception, l'écologie industrielle et territoriale, l'économie de la fonctionnalité, des choses qui vont concerner plutôt les consommateurs, entre guillemets, donc l'achat responsable, consommation collaborative, la réflexion sur les usages, l'allongement de la durée de vie des produits avec des principes de réemploi, réparation, réutilisation, et enfin tout ce qui va concerner le recyclage des matières, vraiment quand on ne peut pas faire autrement. Alors quelques exemples. Donc c'est le même schéma mais avec simplement d'autres logos. Alors si on parle de l'approvisionnement durable, il s'agit simplement de d'augmenter l'efficacité d'exploitation des ressources, donc s'il s'agit de ressources comme des mines ou des choses comme ça, mais c'est aussi réduire la pression sur son environnement. Vous avez quelques exemples comme Pocheco. Pocheco, si vous ne connaissez pas, c'est une boîte qui est située dans le Nord et qui fait des enveloppes, qui fait de la papeterie. Et ils ont une approche, par exemple, par rapport à l'eau. Ils ont décidé déjà de récupérer l'eau de pluie et de s'en servir dans leur process industriel. Donc plutôt de consommer de l'eau directement du réseau, ils vont diluer leurs encres avec de l'eau de pluie qui a été purifiée, qui a été nettoyée. Ils ont aussi une bambouseraie enfin qui permet de réduire, on va dire, la problématique des effluents liquides. Et quand ces bambous en fait, sont à taille adulte, ils les coupent et ils utilisent le bois pour leur chaudière. Vous avez d'autres principes de réduction de pression sur l'environnement avec des produits comme ces dômes, ces habitations, où on va utiliser des matériaux plutôt recyclés, plutôt que directement reprélever des matières. Et on va utiliser, comme l'exemple ici, par exemple, des dômes qui sont issus de la navigation, enfin de l'aéronautique.
Je vous donne juste l'exemple de Nestlé qui a une réflexion sur... alors certains vont rire parce qu'il y a l'huile de palme. Juste une réflexion sur en fait, l'approvisionnement durable de leurs ressources, où ils vont essayer de sourcer les endroits où c'est géré durablement, où il y a aussi comment dire, un côté équitable qui se fait avec les producteurs. Donc ça, c'était l'approvisionnement durable. Ensuite, on a l'éco-conception. Alors, pour être très simple, tout produit, en fait, il a un cycle de vie. À partir du moment où on va extraire les matières premières jusqu'au moment où on va le jeter, en fait, il va avoir différents impacts. Je l'avais déjà dit au moment de parler de l'économie linéaire. Fabrication, transport, distribution, usage, à tous ces moments, on va consommer de l'énergie, on va produire des déchets, on va avoir des impacts. L'éco-conception, c'est concevoir des produits en réduisant tous ces impacts négatifs à toutes les étapes de ce cycle de vie. Alors, il y a des exemples au niveau de produits où on va imaginer en fait, des produits d'une part qui consomment beaucoup moins d'énergie, qui ont de meilleurs rendements, dont les parties sont détachables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir augmenter la durée de vie de l'appareil en remplaçant simplement les pièces défectueuses. Et au moment du recyclage, on va avoir beaucoup plus de facilité à recycler ces appareils parce qu'on va pouvoir démonter les différentes parties. On a un exemple, nous, qu'on connaît très bien avec nos clients, c'est l'éco-conception au niveau du soin. Sur la partie gauche, vous avez l'exemple d'un kit de chirurgie. Et en fait, souvent, les kits sont des kits standardisés et peu importe l'acte qu'on va avoir, on a toujours la même quantité de compresses, de matériel. Et donc, une partie est jetée. Aujourd'hui, les industriels en fait, adaptent les kits par rapport à des opérations particulières, si c'est des opérations au niveau de la hanche, si c'est selon les types de chirurgie, en fait, on va avoir des kits qui sont spécifiques avec un nombre de produits identifiés qui permettent de ne pas avoir de gaspillage. Et sur la partie de droite, vous avez l'exemple d'une réflexion de pansement. Je vous ai épargné les photos un petit peu atroces de pansement, parce que d'habitude on a des plaies sur ce genre de photos. On a des soignants aujourd'hui qui se posent la question de est-ce qu'on doit en systématique à chaque fois au moment de vérifier l'évolution de la plaie désinfecter tout le temps, utiliser l'intégralité des produits. Ils se posent vraiment la question, ils essaient avec leur expertise en fonction de l'évolution de la plaie de ne plus réfléchir et d'agir en faisant du systématique. Donc c'est vraiment essayer d'optimiser le matériel par rapport à l'évolution d'une plaie. Donc là on est sur une réflexion par rapport à des usages. On va rationaliser le matériel. Donc ça c'était l'éco-conception. Maintenant l'écologie industrielle et territoriale, donc on l'appelle aussi une symbiose industrielle. C'est à partir du moment où on a deux organisations qui vont échanger entre elles des flux de matière, d'énergie, d'information ou de mutualiser leurs besoins. Alors un exemple ici entre deux industriels de l'agroalimentaire, Ravifruit qui fait des pâtes de fruits, et donc qui va avoir des déchets de ce qu'on appelle les akènes. Les akènes, si vous voyez ce que c'est une akène? Non. C'est par exemple sur les fraises, ce sont les petits grains. Ce sont des choses qu'on ne va pas garder, qui ne vont pas garder pour la production. Et donc ce sont des choses qu'ils mettaient normalement en compost, qui jetaient. Et donc ils vont avoir des akènes, ils vont avoir des déchets de caramel, de chutes de caramel qui ne vont pas être utilisés pour leur confiserie. Et donc ils ont rencontré une entreprise qui est à 30 km de chez eux, Trotec, qui est spécialisée dans la transformation des confiseries en fait, dans l'alimentation pour animal. Donc ils vont reprendre gratuitement les akènes, ils vont s'en servir eux-mêmes, et tout ce qui est caramel, ils vont s'en servir dans le process de fabrication de nourriture pour animaux. Donc c'est un échange de bons procédés. Et en fait, vous voyez que quand même, Ravifruit en fait, fait des économies de 20 000 € par an. Et les déchets, plutôt qu'être simplement jetés ou incinérés, en fait, ils sont réutilisés par un autre industriel. Donc c'est vraiment un échange de matière pour le coup. Un autre exemple, Frisch Market, c'est une entreprise qui est à Lyon, donc forcément c'est bien. Frisch Market, c'est une société en fait, qui va récupérer toutes les chutes industrielles, donc les rideaux, les tissus. Je vois ici des chambres à air et je pense à Olivier parce qu'on a un défi commun. Voilà, donc Frisch Market fait une matériothèque en fait, qui va pouvoir être utilisée par des industriels, des designers. Et vous avez l'exemple de Dame Oiseau qui fait à l'origine des caleçons. Et ces caleçons sont faits à partir de tapisseries, de nappes de table. Enfin, du moins, ils se servent de ces matériaux pour concevoir des vêtements. Donc là, on a encore une fois un échange de matière entre deux organisations
là où on les récupère et là où on les revalorise directement dans des vêtements un peu design. Un autre exemple, la Halte du Cœur, qui est une banque alimentaire qui dispose d'espaces de stockage avec un frigo, enfin une unité froide, une chambre froide, et une GAEC qui produit de l'alimentation, des fruits, des légumes. Et ils se sont rencontrés et ils ont mutualisé l'espace en fait, de stockage qui n'était pas complètement utilisé par la Halte du Cœur. Il leur restait des espaces non utilisés dans la chambre froide. Et donc, ils ont permis à la GAEC de venir stocker ces fruits, ces marchandises. Donc, en tout, 250 tonnes de marchandises valorisées. Et pour la Halte du Cœur, 35 000 € d'économie qui sont réalisées en optimisant l'usage de leur chambre froide. Donc là, on est sur un échange de bons procédés. Un autre exemple, c'est des entreprises qui se sont organisées sous forme du club SEMA. Ce qu'ils ont réalisé à l'origine, c'est la négociation de tarifs pour des formations en sécurité pour l'ensemble de leur personnel. Ils ont réussi à avoir des tarifs très avantageux. Ils étaient 20 au début, ils ont encore grandi. Et maintenant, ils sont en train de réfléchir sur de la mutualisation d'enlèvement de déchets, de la mutualisation de contrats d'énergie. Donc là, ils mutualisent leurs besoins pour avoir des bénéfices pour tous. Donc une synergie d'entreprises. Un autre exemple, Steamergy, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en place des chaudières numériques. Donc ils viennent installer dans les sous-sols ce type d'équipement. Ce sont des serveurs qui vont stocker des données de TPE, PME. Ils vont produire une chaleur qui va être récupérée par une huile minérale et cette chaleur va être transférée dans un réseau d'eau qui va alimenter un ballon d'eau chaude. Et admettons, on met ça dans des habitations, ça va permettre de chauffer toutes les habitations à partir de l'énergie produite par ces serveurs. Donc des économies d'énergie réalisées pour les habitants et du stockage de données pour des TPE, PME. Donc ça, c'est des exemples d'écologie industrielle et territoriale. Maintenant, économie de la fonctionnalité. L'économie de la fonctionnalité, c'est un principe où on va troquer la propriété d'un bien par son usage. Ainsi, on va avoir des exemples comme Michelin maintenant qui se met à vendre du kilométrage parcouru plutôt que du pneu. Ils assurent complètement l'entretien des pneumatiques et donc on change de métier littéralement. On va avoir des industriels de l'éclairage qui vont vendre de la luminosité et non plus des systèmes d'éclairage. Donc encore une fois, on n'a plus à associer la gestion d'un appareil et qu'on va devoir gérer à sa fin de vie comme un déchet. Là, on loue l'usage. C'est l'exemple aussi des vélos qu'on connaît très bien. Plus besoin d'acheter un vélo, on ne fait que retenir son utilisation. Enfin, des choses qui vont concerner directement les acheteurs, donc la consommation responsable. Alors ça passe déjà par une meilleure information des consommateurs sur la composition des produits, ce qu'ils achètent vraiment, avec l'existence de labels pour faciliter la tâche, qui permettent de savoir si un produit va être équitable, si on va avoir des aliments sans pesticides, si on va avoir de l'efficacité énergétique. Et le gouvernement a produit en fait un guide qui permet de s'y retrouver un petit peu entre toutes les allégations commerciales, de savoir qu'est-ce qui est vraiment un label, qu'est-ce qui est fiable en termes d'information. Donc d'une part de l'information pour les acheteurs, on a aussi d'autres aspects comme les nudges. Vous voyez tout en bas à droite, c'est en fait des serviettes pour s'essuyer les mains, et en fait on voit l'Afrique qui est représentée. Au fur et à mesure qu'on tire, c'est pas l'Afrique pardon, c'est l'Amérique du Sud. Au fur et à mesure qu'on tire le papier, en fait, on est en train de vider les ressources de l'Amérique du Sud. Donc, c'est des principes qui sont utilisés pour sensibiliser et responsabiliser les acteurs à essayer de moins consommer de papier si possible. Vous avez tout ce qui est économie sociale et solidaire en haut, en fonction des différents, en haut à droite, en fonction des différents besoins. Donc, se financer, s'habiller, se loger, avec tous les principes de Airbnb, de Blablacar, de financement participatif. Donc tout plein de systèmes B. Et enfin, je voulais vous présenter Tara Button, c'est la dame qui est juste là. C'est une dame en fait qui a développé une entreprise qui s'appelle Buy Me Once. Comme son nom l'indique, c'est je l'achète qu'une seule fois. Elle a référencé en fait des produits avec une durée de vie à vie. En fait, vous voyez l'exemple d'un parapluie. J'ai cassé le mien il n'y a pas longtemps parce que j'ai acheté un parapluie à 10 €. Alors forcément, on est sur des principes où on va acheter quelque chose de beaucoup plus cher, mais c'est garanti à vie.
on trouve des ustensiles de cuisine, des chaussures, des lunettes, enfin elle a référencé des marques qui sont robustes et solides. Et l'idée c'est d'acheter moins, mais d'acheter beaucoup plus durable, beaucoup plus longtemps. Et il y a quand même des très beaux articles qui sont présentés. Donc ça, des choses pour éclairer le consommateur et agir mieux à titre individuel. Ensuite, on va avoir tout ce qui va permettre d'allonger la durée de vie des objets. Donc on va commencer par le réemploi, où on va réutiliser tel quel des objets. Donc là ici vous avez des exemples qu'on a à Primum. Vous avez la chaise du coiffeur, des coiffeurs en fait, que nous on réutilise dans nos bureaux. Donc elles ne sont pas en bas, elles sont à l'étage. Donc on leur donne une seconde vie, plutôt que les jeter, nous on s'en sert comme chaise pour nos locaux. On a cette fameuse boule qui est juste derrière vous et qui nous sert qui était en fait un téléphérique et qui nous sert de cabine pour passer nos appels téléphoniques. Et je vous ai mis un exemple d'une association qui récupère les chaussettes, comment on appelle ça, les chaussettes solitaires. Dépareillées. Donc ils récupèrent toutes ces chaussettes-là et en fait ils les redonnent à des nécessiteux qui n'ont pas du tout de chaussettes. Donc pour avoir ils les lavent, hein, je vous rassure juste avant. C'est fait pour allonger la durée de vie de ces produits et ne pas les jeter surtout. On a un autre principe qui va être la réparation, où là on va avoir des industriels qui vont nous donner les moyens en fait, d'allonger la durée de vie artificiellement de nos produits, d'une part en nous donnant des guides sur comment réparer le matériel, mais aussi en nous fournissant les pièces détachées ou en permettant l'accès aux pièces détachées qui permettent de réparer par soi-même les objets. Un autre principe qui est la réutilisation, où là on va utiliser pour un autre usage qui était prévu en démontant partiellement les objets. Donc vous avez l'exemple de la moto qui est transformée en siège, d'autres exemples ailleurs qui sont une brouette qui est transformée en table, des bonbonnes de gaz qui sont transformées en œuvres d'art, en lampes, des ampoules qui sont transformées en pots à fleurs, des palettes qui sont transformées en mobilier, et vous avez même en bas de vos chaises des balles de tennis qui sont utilisées pour adoucir le bruit ici. Donc on va avoir une réutilisation de matériaux pour d'autres usages en les déstructurant en partie. Et enfin, une fois qu'on a fini ça, ah oui, il fallait quand même que je vous parle de mes chaussures. Ici vous avez un exemple précis. Ça, c'est des chaussures que j'ai achetées il y a 2 ans et elles sont de très mauvaise qualité. Il y a une espèce de colle qui a été mise en place sur les languettes et ça s'est décollé très très rapidement. En l'espace d'1 an à peine, je les ai pourtant pas mises souvent. Elles se sont détériorées au point où elles ne ressemblaient plus à rien. Et je les ai terminées, alors elle n'est pas présente ici aujourd'hui, mais je les ai terminées en faisant du rafting avec Élise. Olivier les a ensuite transformées en pots de fleurs. Donc elles ornent mon bureau à l'heure actuelle. Et voilà, plutôt que les jeter, maintenant c'est un objet de décoration qui est là et ça évite de les mettre au rebut. Alors une fois qu'on a fini tout ça, en fin du fin, on a le recyclage quand on ne peut pas faire autrement. Sur les parties gauches, en fait, vous avez des réutilisations de plastique. Donc vous avez un banc, des stylos et même des toitures avec des isolants ou des toitures un substrat pour les toitures végétalisées qui sont faites à partir de plastique. Et sur la partie droite, vous avez quelque chose que nous a fabriqué Agathe. Ce sont des savons qui sont faits à partir de notre marc de café. Donc là, on va recycler en déstructurant complètement la matière et en faisant un autre objet. Alors, pour réaliser tout ça, le gouvernement a mis en place une feuille de route, la feuille de route de l'économie circulaire, 50 mesures pour la mettre en place. Alors, on ne va pas forcément la détailler, mais je voulais quand même vous montrer 2-3 choses. Alors, les objectifs qu'elle vise, c'est cela. C'est de réduire de 30% la consommation de ressources entre 2010 et 2030, réduire la quantité de déchets non dangereux mis en décharge entre 2010 et 2025, tendre vers un 100% plastique recyclé d'ici 2025, réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment grâce au recyclage du plastique, et quand même de créer 300 000 emplois avec ce principe d'économie circulaire. Alors, ça s'adresse aussi bien aux industriels qu'aux collectivités territoriales et même aux citoyens, donc avec différents logos. Je vais pas forcément, il y a 50 mesures, je ne vais pas forcément toutes vous les citer, je vais juste revenir sur quelques exemples.
Donc il y a des principes qui visent à mieux produire. En fait, on va mettre en place en fait du recyclage en fait, par rapport à certains types de plastique, polystyrène, polyéthylène, PVC. On a un principe TPE-PME gagnante qui a été mis en place par l'ADEME, qui vise à faire rentrer des entreprises volontaires dans l'économie circulaire, et les retours d'expérience montrent qu'ils ont fait des économies de 180 € par salarié et par an depuis sa mise en place. Il va y avoir aussi des principes d'affichage environnementaux où on va mettre des étiquettes, des informations sur l'ameublement, le textile, donc, voilà, des premiers domaines, des premiers secteurs qui sont concernés avec une extension par la suite. On va avoir des principes pour mieux consommer, donc j'en retiens juste quelques-uns. Une meilleure information pour éclairer les choix en termes de réemploi, de réparation et de produits. Donc des principes d'extension de la durée de vie des produits, la cartographie des endroits où on va pouvoir réparer des objets, des informations sur la durée de vie des objets eux-mêmes. On a aussi des principes par rapport à la gestion de déchets. Donc gestion de déchets, donc étendre les filières REP, responsabilité élargie de producteur, aux emballages, enfin qui existaient sur les emballages, les étendre aux emballages professionnels, interdire les plastiques fragmentables, mettre en place des filières de responsabilité élargie de producteur pour des déchets de chantier, raccourcir la procédure de sortie de déchets, etc. Et des principes pour faciliter, pour mobiliser tous les acteurs. Et j'en retiendrai juste un exemple qui est le Zero Waste France qui est mis en place pour stimuler un petit peu les initiatives individuelles. Donc 50 mesures qui sont mises en place, je vous invite à aller voir, je ne vous l'ai pas imprimé parce que ça fait un paquet de pages, mais je vous invite à aller le consulter pour voir ce qui est proposé. Donc c'est en cours. Ça, c'était l'économie circulaire telle qu'on la connaît, où on parle surtout de gestion de déchets, gestion de déchets. Je voulais vous présenter un exemple d'application de l'économie circulaire à un autre domaine, qui est celle de l'urbanisme. Je vous ai parlé de l'artificialisation des sols au tout début de cette présentation. Alors, on va garder le même principe, les mêmes piliers en fait, de l'économie circulaire appliquée sur un territoire. Et l'idée, ça va être effectivement de concevoir un territoire en fonction des besoins et des dépendances du territoire. Alors, dépendance par rapport à quoi ? Par rapport aux matériaux, par rapport à l'énergie. On va penser aux besoins des utilisateurs, on va remettre les habitants en fait au cœur d'un dispositif. Les besoins, ça va être des besoins en déplacement, en logement, en alimentation et des besoins en activité, on va dire, divertissante. Et donc, on va considérer la ville, tout comme ce que je vous ai présenté avec l'économie linéaire et circulaire, on va considérer la ville comme un système où on va avoir des flux entrants de matière, d'énergie et autres, et des flux sortants sous forme de déchets, d'émissions de gaz à effet de serre, donc avec un modèle linéaire où on va être sur de la dépendance à des matériaux, de la production de déchets, et un système circulaire où on va essayer de, encore une fois, avec les mêmes principes, de recycler ce qui peut l'être, d'allonger la durée de vie, de penser à des usages sur du long terme, et je vais vous donner des exemples de ces applications. Alors, tout comme sur les matériaux, en fait, on va considérer le cycle de vie d'un territoire ou d'un bâtiment, par exemple, à partir de sa conception, où on va penser aux matériaux qu'on va utiliser, des matériaux recyclables, des matériaux qui n'ont pas d'impact sur la santé. On va penser à la mise en œuvre, la gestion des déchets au niveau de la création de ces endroits, est-ce qu'on va pouvoir revaloriser, recycler. La phase de vie où on va prévoir des dispositifs qui permettent d'économiser de l'énergie, gérer l'eau sur ces bâtiments. On va avoir une phase de vie où on va penser déjà une seconde vie sur un bâtiment, par exemple, où avant de le détruire, ou du moins de prévoir des chantiers, on va prévoir des activités, des choses qui vont permettre d'allonger de maximiser, on va dire, l'utilisation de cet espace le plus possible. Et aussi de la modulation, d'utilisation de locaux. On va pouvoir en faire autre chose en fonction des besoins de ses occupants. Et enfin, la fin de vie du projet, on va penser effectivement au recyclage, qu'est-ce que l'on fait de ces déchets. On va toujours avoir en tête sur ces principes trois idées, les flux de matériaux, d'énergie, les usages qu'on peut en avoir,
pour les utilisateurs, et un principe d'économie, parce que si ce n'est pas financièrement viable, ça n'a pas de sens. Alors un premier exemple, où c'est un quartier qui est situé à Paris. Je suis désolé, on ne voit pas très bien. C'est un quartier qui est situé à Paris, en fait, qui est vers Asnières-sur-Seine, où on a un quartier qui a été pensé en fonction de ce que je vous ai dit, les flux de matière, les flux d'énergie. On a plusieurs systèmes qui ont été mis en place. Un système, je vais passer tout là, une agrocité qui va produire en fait des aliments. Un endroit où on va avoir des ressourceries, où ils vont penser à recycler tous les déchets de cet endroit, des habitats, des logements sociaux et c'est tout. Et vous voyez qu'en fait sur ce dispositif, ils ont pensé à la mobilité entre 500 mètres à peu près de distance entre tous ces endroits pour qu'on puisse développer une mobilité douce. Donc c'est un quartier qui est censé fonctionner en autonomie. Là on parle vraiment de résilience de territoire, où on va avoir une production alimentaire, une gestion de déchets locales, et on va pouvoir envisager même que des industriels produisent de la chaleur, comme on l'a vu sur les exemples précédents, pour fournir de la chaleur à ces logements. C'est aussi une ferme urbaine où on va avoir des activités, ça va produire de la nourriture, mais on va aussi y avoir du lien social, parce que les gens vont se réunir, il va y avoir des associations qui vont présenter des choses, il va y avoir de la musique, des concerts, donc différents types d'animations pour le côté culturel. Et donc c'est un quartier qui pourrait vivre en autonomie. On a un autre exemple qui est les Deux Rives, c'est encore un quartier à Paris, où tous les besoins ont été pensés localement, que ce soit en termes de gestion de déchets, de mobilité, de locaux mis à disposition pour du coworking, pour des entreprises, des Fab Labs, des choses comme ça. Donc voilà, donc des exemples de quartiers éco-conçus. Là, on a un autre exemple, alors ce sont la mode des smart cities qu'on peut développer dans différentes villes. Alors Smart Say, c'est un exemple parmi tant d'autres, il y en a plein, où on va penser en fait aux besoins des utilisateurs, on va penser aux besoins de mobilité en mettant des parkings à vélo qui sont intégrés dans les logements, enfin au pied des logements, des parkings mutualisés entre des entreprises et des habitations. Admettons, la journée c'est occupé par les bureaux et la nuit c'est occupé par les habitants du quartier. Différents types de technologies pour améliorer l'efficacité énergétique, réduire ses consommations, des services de conciergerie qui vont pouvoir permettre aux gens qui habitent ici d'aller travailler et d'avoir différents services possibles. Et un exemple de pièces nomades, ça c'était pour parler un petit peu de la modularité des habitats. On va avoir des appartements qui vont avoir des pièces intermédiaires dites nomades, qui vont pouvoir accompagner en fait une famille sur toute sa vie, entre guillemets, en fonction de ses usages. Admettons, cette pièce, elle va permettre d'être au début une chambre pour enfants, par exemple, une fois que l'enfant part faire ses études, par exemple, ça va pouvoir être une pièce qui va pouvoir accueillir les grands-parents qui commencent à vieillir, plutôt que les laisser seuls dans une autre maison, on les met dans une pièce qui peut être reliée à la maison. Mais ça peut être aussi pour des couples qui se séparent, le fait de pouvoir garder quand même une pièce commune pour les enfants, ou des choses comme ça. Donc des habitats en fait, dont on va penser l'usage différemment. Au niveau de la construction, on va avoir les principes base de construction zéro déchet, où on va avoir des quartiers, en fait, des habitats qui vont être démontables. Vous voyez l'exemple de ce petit système en bas. Les gens qui achètent en fait, ces locaux-là louent le matériel, louent les matières. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir un bâtiment qui émet des gaz à effet de serre, qui a un impact sur l'environnement. On va avoir un bâtiment qui est une ressource, une réserve de matière sur le territoire, que ce soit du bois ou du métaux. Ça va pouvoir être réutilisé en fin de vie pour construire d'autres logements tels quels. Donc ce sont des réserves de matière. On a l'exemple du parking Saint-Roch, où en fait on a, sur sa première durée de vie, ça va être un parking, et d'ici 20 ans, ils envisagent déjà de transformer ces endroits en logements, en bureaux, et c'est déjà préparé à l'avance. Déjà dès la planification, ils savent qu'il va y avoir une deuxième phase de vie sur ces types
de construction. Et dans la conception, ils vont déjà anticiper le fait qu'il y aura des besoins fonctionnels différents au moment d'avoir des bureaux. Et ils prévoient que sur le dernier étage, ce soit un espace culturel, de rencontres, de visites, en rooftop, comme on dit. Donc voilà, un parking qui aura une deuxième vie quoi qu'il arrive. D'autres exemples de quartiers, vous avez ici le quartier Darwin à Bordeaux, qui est une ancienne caserne militaire qui a été retransformée. Et plutôt que laisser cet espace vierge, en fait, c'est utilisé par des associations. Donc il y a des animations, il y a des restaurants pour se nourrir, il y a des recycleries, encore une fois, pour les déchets, des ateliers qui sont créés pour les citoyens. Donc c'est un endroit où on a du lien social, où on peut venir vivre. Vous avez l'exemple des rez-de-chausseurs. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. En fait, il y a beaucoup de quartiers où le centre-ville se meurt parce qu'en fait, les commerces disparaissent. C'est pas forcément réinvesti par des commerçants. Les rez-de-chausseurs, ce sont on va dire des intermédiaires entre les propriétaires et les gens qui ont des projets, différents types de projets, que ce soit des acteurs locaux. Ils vont les mettre en lien et ils vont proposer un modèle économique intéressant pour le propriétaire pour pouvoir continuer à utiliser ce local pour différents usages sur plusieurs décennies. Et un local va pouvoir être un temps être une galerie d'art, ça va pouvoir devenir ensuite un local d'alimentation bio. Vous avez l'exemple ici d'un fromager qui s'est installé à la Goutte d'Or. Vous avez même une maison de santé là, qui est située en bas au pied d'un immeuble. Donc vraiment exploiter, donner plusieurs vies à des locaux en facilitant ce qui peut être problématique pour l'accès à ces endroits. Et vous avez cet exemple de Saint-Vincent-de-Paul que j'aime beaucoup. Saint-Vincent-de-Paul, en fait, c'est l'hôpital qui est situé à Paris. Donc c'est un projet qui s'appelle Les Grands Voisins. L'hôpital a fermé, très clairement. Ils sont sur une zone où il va y avoir des travaux qui vont être entrepris à partir de 2023. Ces espaces sont inoccupés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les louent en fait à plus d'une centaine d'associations qui font vivre ce chantier, enfin cette zone qui est en friche. Et dessus, vous avez en fait des foyers pour des travailleurs, vous avez des hébergements pour des migrants, vous avez tout ce qui est de l'ordre de l'économie sociale et solidaire, des résidences d'artistes, des expositions, des endroits où on peut jouer. Il y a même des endroits où on peut faire de la permaculture. En fait, ils exploitent tous ces espaces qui sont en attente d'être reconstruits par la suite. Donc encore une fois, c'est de l'optimisation de foncier plutôt que de laisser ça en friche. Ils le mettent à disposition des acteurs locaux de la ville pour dynamiser ce quartier-là.